Bonjour, heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau Midi du lait pur consacré au profil des propriétaires. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir deux orateurs extérieurs. Tout d'abord, je céderai la parole à Monsieur François Guéquier, qui est un chercheur de l'IWEPS, qui va nous parler du profil des propriétaires des logements en Wallonie. Et ensuite, le second orateur de cette journée sera Monsieur Antoine Pacou, qui est lui chercheur au LISER au Grand-Duché de Luxembourg et qui va nous parler du profil des propriétaires du foncier en zone d'habitat au sein du Grand-Duché de Luxembourg. Voilà. Je vous cède la parole, Monsieur Guéquier, pour votre exposé. À vous. Merci, merci pour cette présentation et merci de m'avoir invité. Donc ici, je vais vous parler de la propriété des logements en Wallonie. Donc c'est une recherche qu'on a menée à l'IWEPS. Alors pourquoi est-ce qu'on a mené cette recherche? C'est parce qu'il y a beaucoup de débats autour du logement qui traitent par exemple à la question de la rénovation énergétique, des primes à la rénovation, des économies d'énergie, de l'accès à la propriété, comment est-ce qu'on permet aux plus jeunes ménages de devenir propriétaires, de la taxation éventuellement des loyers et du foncier et de l'encadrement des loyers. Donc, il y a une grille indicative pour le moment? Il y a eu récemment, il y a eu un, un blocage de l'indexation des loyers des logements faiblement performants du point de vue énergétique. Et donc, c'est beaucoup de débats autour du logement, mais en fait, on a peu d'informations sur la propriété du logement. C'est peu d'informations sur qui possède le logement, en particulier quand les propriétaires n'occupent pas le logement, alors que pour d'autres thèmes, on a quand même des informations qui existent, même si elles sont imparfaites. Il y a des enquêtes, il y a certaines données administratives qui permettent de publier des chiffres sur le profil des locataires et des propriétaires occupants, sur la qualité, la taille des logements, etc. Alors, donc l'objectif était de cette publication, de ce regard statistique, était d'étudier la structure de la propriété et d'apporter un tout premier éclairage. Pour cela, on a utilisé les données du census 2011. Donc, ça peut paraître ancien, mais en fait, c'est les données les plus récentes, puisqu'on n'a pas encore de données du census 2021. Donc, en fait, les census, donc depuis la dernière enquête socio-économique générale, qui était un recensement qui correspondait au dernier recensement décennal, où on allait vraiment interroger tous les habitants de la Belgique. Depuis 2001, il n'y a plus de vrai recensement, et en 2011, il y a eu un census qui a remplacé ce recensement. La différence, c'est que plutôt que de procéder par une enquête, c'est que c'est des croisements de bases de données administratives que Stadbel a réalisé. Donc, ils ont croisé le cadastre avec le registre national, ce qui permet de voir qui habite à quel endroit, qui possède quel logement, quelles données fiscales, des données de la sécurité sociale, des données de la banque info des entreprises. Ça permet d'avoir un point d'information sur le profil tant des personnes physiques que des personnes morales qui possèdent le logement. Alors, peut-être un point important à rappeler, c'est que quand on s'intéresse aux données census, la définition du logement est propre au census. Et donc, c'est légèrement différent de celle du cadastre. C'est-à-dire, en analysant les données du census, en faisant les différents croisements, ils se sont rendus compte, à Stadbel, qu'il y avait visiblement des endroits où il y avait plus de logements que ce qui était enregistré dans le cadastre, parce qu'on avait plusieurs ménages domiciliés pendant longtemps dans la même adresse. Et donc, ils ont décidé de ce qu'ils appelaient créer des logements virtuels, c'est-à-dire des logements qui ne sont pas dans le cadastre, mais on suppose qu'il y a des logements dans la réalité. Quand, d'après le registre national, on voyait une présence récurrente de plusieurs ménages dans un seul logement et que ces ménages, selon leur adresse au registre national, avaient des numéros d'étage ou de boîtes aux lettres différents qui permettent de montrer que c'est vraiment pas juste une colocation, par exemple, où on pourrait avoir plusieurs ménages au sens registre national dans un seul logement, mais réellement des logements différents qui auraient été divisés, soit il y a tellement longtemps qu'il n'y avait pas de besoin de permis d'urbanisme pour diviser, ou bien de manière pas très régulière. Voilà. Alors, je vais passer à la diapo prochaine. Alors, le plan de ce que je vais parler aujourd'hui reprend un peu la structure donc, de la publication qui fait une centaine de pages et qui est gratuitement accessible sur le site de l'E-Web, donc vous avez le lien. Donc, je vais d'abord parler des types de propriétaires, c'est-à-dire comment se répartissent les logements en logements possédés par des personnes physiques, par des particuliers, occupés ou bien, entre guillemets, vides, c'est-à-dire que personne n'est domicilié. Puis, je vais parler de la complexité de la propriété de logement. Mais ça, c'est un peu voir, est-ce qu'on a beaucoup de logements qui ont plusieurs propriétaires, que ce soit des indivisions, que ce soit des démembrements entre nue propriété et entre
usufruitier, des cas d'amphithéose ou d'autres droits plus complexes. On abordera aussi assez rapidement la question là, des copropriétés de logements. Puis on parlera des logements qu'on a mis qu'on a appelés vides entre guillemets. Donc c'est important de prendre en compte les guillemets puisque on les identifie comme vides simplement quand personne n'est domicilié dans le logement, mais la réalité peut être finalement assez différente. Ça peut être des ménages qui les occupent et qui ne se domicilient pas, ça peut être des logements en travaux, ça peut être des secondes résidences, des logements réellement vides, ça peut être plein de cas très différents. Puis on s'intéressera à la question du lieu de résidence des propriétaires. Et ça permet de voir, d'une part, est-ce que le logement wallon, est-ce qu'il est possédé par des ménages wallons, par exemple, ou est-ce qu'il est possédé par des multinationales, des Bruxellois, des Flamands, des personnes qui résident à l'étranger. Et ça permettra aussi de voir, est-ce que les propriétaires de logements habitent proche loin, est-ce qu'ils habitent le même secteur statistique, la même commune, la même province, etc. Puis on s'intéressera un peu plus spécifiquement à la question des bailleurs, donc des personnes qui possèdent un logement et qui le mettent en location. Et donc, dans les données census, c'est identifié quand on a un ménage qui occupe le logement mais qui ne possède aucun lien de propriété. Donc, on n'a pas d'informations assez fiables à travers l'enregistrement du bail pour être sûr qu'il y a un bail. Donc, ça peut être aussi des cas qui sont beaucoup plus rares, les données d'enquête. Donc, c'est beaucoup plus rare de logements qui sont prêtés. Mais donc, on s'intéressera à cette question-là, de voir un peu est-ce que les bailleurs possèdent ou pas beaucoup de logements, est-ce qu'on a plutôt affaire à ce qu'on pourrait appeler des grands ou des gros bailleurs multipropriétaires, ou est-ce que c'est plutôt des petits bailleurs qui ne mettent en location qu'un seul ou deux logements en Wallonie. Et puis, le dernier point, c'est plutôt les autres caractéristiques socio-économiques des bailleurs. Donc, quel est leur âge, quelle est leur situation professionnelle, est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils sont pensionnés, est-ce qu'ils sont inactifs, est-ce qu'ils sont rentiers. Est-ce que aussi on peut avoir leur sexe, on peut aussi avoir leur revenu, est-ce qu'ils hors loyer, parce qu'on n'a pas les loyers comme information dans les revenus, mais quels sont leurs revenus professionnels, est-ce qu'ils sont plus élevés, plus faibles que l'ensemble de la population, quelle est la comparaison par rapport aux revenus des locataires. Voilà. Donc, on va peut-être passer à la dia suivante. Donc ici, on a pour la Wallonie et pour la Belgique l'ensemble des logements qu'on a classés en différentes catégories. À la fois, est-ce qu'ils sont occupés ou est-ce qu'ils sont vides. Donc s'ils sont occupés, c'est quand un ménage y est domicilié. Quand ils sont vides, entre guillemets, c'est quand personne n'y est domicilié, mais ça peut être des réalités très différentes. Et alors, on a classé les propriétaires en différents types. On s'est un peu éloigné de la typologie qui était réalisée par Stadbel dans le census, parce que nous, on s'est centré surtout sur les droits d'usage, donc qui est plein propriétaire, usufruitier ou amphithéote. On s'est pas intéressé, on n'a pas pris en compte les droits de nue propriété, par exemple, en se disant, ici, l'objectif, c'est de voir qui est le bailleur, mais le bailleur, c'est celui qui a l'usufruit, qui peut mettre en location, c'est pas le nue propriétaire. Et donc là, on observe qu'il y a des différences, évidemment, enfin, on a des répartitions assez importantes. La plupart des logements en Wallonie sont occupés par leurs propriétaires, donc on a 56% des logements qui sont occupés par leurs propriétaires. Ça peut peut-être paraître fait par rapport à d'autres estimations, on estime plutôt à 2 tiers le nombre de ménages propriétaires occupés en Wallonie, mais puisqu'ici on a aussi tous les logements qui ne sont pas occupés, qui sont dans le dénominateur. On a aussi à peu près une vingtaine de pourcents de logements qui sont occupés qui sont mis en location par un particulier à un particulier. Là, on a une différence géographique entre ces deux types de logements. Donc, les propriétaires occupants sont beaucoup plus présents dans les zones rurales ou périurbaines, alors que dans les centres-villes, on a beaucoup plus de logements loués par des particuliers. On a un nombre assez important aussi, presque 10% de logements vides dont le propriétaire est un particulier, mais on va creuser cette question plus tard parce que c'est vraiment assez interpellant et c'est pas que des logements réellement vides. Ce qu'on a qui est peu présent, c'est les sociétés privées en fait. Donc en Wallonie, on a 2,4% de logements loués par des sociétés privées et en fait, on a très peu de sociétés explicitement immobilières. Donc là aussi, on a une variation sur la réalité de ces sociétés privées puisque on a environ, on peut avoir des cas très différents. On peut savoir soit avoir des sociétés qui exploitent quand même du logement de manière lucrative pour le louer, même si explicitement elles ne sont pas renseignées comme ça dans la banque, Carrefour, des entreprises. Mais on peut aussi avoir des logements de fonction, par exemple. Quand la société possède un logement et qu'il est occupé par un concierge ou quoi. On peut aussi avoir des sociétés qui achètent des logements comme réserve foncière pour après le transformer en autre chose si elles veulent étendre leur lieu d'exploitation industrielle, de bureau, de commerce, ou quoi. Donc, on a vraiment des réalités assez différentes aussi. On a du logement social, évidemment, 5,4% des logements.
Et puis le reste, c'est des sociétés, c'est des logements plus minoritaires, évidemment. Voilà, alors peut-être encore une slide ici. C'était un peu les conclusions de ce qu'on a vu dans le tableau précédent, mais c'est écrit, comme ça vous pouvez les lire. Donc la majorité des propriétaires sont occupants, évidemment, on en a beaucoup moins dans les villes. On a beaucoup de logements vides avec un propriétaire particulier, mais les utilisations peuvent être très diverses. Donc quand personne n'est domicilié, on peut avoir du logement réellement vide, on peut avoir du logement loué à des personnes qui ne s'y domicilient pas. On peut penser à des étudiants, à des jeunes qui sont encore domiciliés chez leurs parents, peut-être des sans-papiers. On peut avoir des secondes résidences, on peut avoir des logements de vacances, on peut avoir des logements en travaux. On peut aussi avoir des erreurs dans le cadastre. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à certains endroits, il y avait quand même des choses bizarres. Vu le nombre de logements qui étaient renseignés, il est tout à fait possible qu'on ait, dans certains cas, des logements qui sont... il y a un inscrit par exemple, dans le cadastre qui a 3 logements dans l'immeuble, alors qu'en réalité, il n'y en a qu'un. Et alors, peu de sociétés privées possèdent du logement. Et comme je le disais, peu ont un but locatif explicite. Les utilisations sont assez diverses. Ça peut être des investissements, des gens de fonction, des bâtiments qui pourraient être transformés. Alors, le point de la complexité, la propriété, donc est-ce qu'on a beaucoup d'indivisions, démembrements, etc. en Wallonie. Alors, la complexité de la propriété est assez peu fréquente, en fait. On a... Oui. Je ne sais pas si c'est ici que ce monsieur doit arriver, mais il cherche le pur avec une... C'est bien ici. Et bien voilà, on a trouvé. Il n'y en a pas assez d'informations. Merci beaucoup. Bonjour. Il y a quelques minutes. Donc, en fait, la complexité de la propriété est assez peu fréquente. On a 88, presque 90% des logements en Wallonie qui n'ont qu'un seul ménage propriétaire. Donc, quand c'est 2 propriétaires différents, mais dans le même ménage, ils se regroupent ensemble dans ces statistiques-là. Alors, dans les logements loués par un particulier, il n'y en a que 16% qui sont en indivision et 9% en démembrement. Et souvent, ces deux éléments se combinent, en particulier les démembrements. Quand il y a des démembrements, souvent il y a des indivisions, c'est probablement lié à des héritages où la veuve hérite de la nue propriété et plusieurs des enfants héritent non, l'inverse. La veuve hérite de la nue propriété, de l'usufruit, et les enfants héritent de la nue propriété, mais il y en a plusieurs, donc c'est en indivision. Voilà. Et donc, ce n'est pas un phénomène extrêmement majeur. C'est intéressant au niveau des analyses ultérieures qu'on fera, parce que quand on a plusieurs propriétaires, évidemment, c'est plus compliqué si on veut caractériser les bailleurs. S'il y a 2 propriétaires qui sont bailleurs du logement, lequel on prend en termes d'âge, en termes de revenus, etc. Ici, la majorité des cas, il n'y en a qu'un. Alors, ça ne semble pas non plus être un frein majeur à la location. L'idée, voilà, quand il y a une propriété complexe, c'est compliqué, il y a des conflits, etc. Et puisqu'on a quand même 36% des logements avec plusieurs propriétaires qui, non occupants, qui sont vides, mais il y en a 64% qui sont loués, donc la majorité sont quand même loués. Donc c'est probablement un peu un frein, mais ça ne bloque pas complètement. Alors, les copropriétés, aussi, c'est un autre élément qu'on voulait un peu étudier, parce que ça pouvait parfois être vu comme un frein, notamment à la rénovation énergétique, où voilà, quand il y a une copropriété au sein du bâtiment, ça peut créer des conflits, parce que celui qui habite en dessous du toit, vous savez qu'on isole le toit, les autres ne peuvent pas payer pour ça. Alors c'est peu fréquent en Wallonie, tout simplement parce qu'on a aussi beaucoup de logements individuels, donc il n'y a que 10% des logements qui sont en copropriété, et il y a même plus de logements qui sont en immeubles de rapport, et souvent c'est des immeubles de rapport, donc la différence, c'est ici on l'a construite à partir de qui est propriétaire des différentes unités, donc s'il y a plusieurs logements dans un même bâtiment, si c'est le même propriétaire ou les mêmes propriétaires pour l'ensemble des logements, c'est considéré comme un immeuble de rapport. Si c'est des propriétaires différents, c'est considéré comme une copropriété. Alors, les immeubles de rapport ici ne sont pas souvent des gros immeubles. Des gros immeubles, et parfois, c'est juste simplement 2 logements dans une même maison dont le propriétaire habite l'un et loue l'autre. Mais là, c'est considéré ici comme un immeuble de rapport. Alors, c'est souvent aussi associé à la location, la copropriété, puisque c'est souvent plutôt dans les villes où il y a évidemment plus donc de locataires. Et donc là, c'était aussi l'idée finalement que si c'est un frein, ben, il y a probablement aussi d'autres freins. Quand on sait qu'il y a une location, il y a aussi parfois une divergence d'intérêt entre le propriétaire et le locataire. Ben, le propriétaire, il n'a pas forcément intérêt à rénover parce que ben voilà, c'est pas lui qui va payer les factures de gaz ou d'électricité, de chauffage. Ou bien alors il rénove, mais alors il augmente le loyer, donc ça n'a pas intérêt pour le locataire. Donc, voilà, c'est parfois, voilà, il y a aussi d'autres divergences d'intérêt. Donc, voilà, c'était un peu par rapport à cette idée, finalement, que parfois ça peut être un frein, c'est un problème, mais c'est en tout cas pas la majorité des logements, et ce sont associés peut-être d'autres difficultés pour la rénovation. C'était pour cet élément-là. Alors, les logements vides, donc j'ai parlé entre guillemets vides, qui ne sont pas nécessairement vides. Ouais, c'est des réalités assez diverses, mais on peut identifier certains éléments. Donc, par exemple,
Ici, la carte du haut, c'est par commune la part de logements vides qui ont un propriétaire particulier, donc sur l'ensemble des logements de la commune. On voit ici clairement des zones comme les Ardennes, qui sont parfois plus touristiques, qui sont parfois aussi un peu plus éloignées des pôles importants d'attractivité comme Bruxelles, où là, on a parfois énormément de logements vides. Donc, on a parfois presque plus de 50% de logements qui sont vides et qui ont un propriétaire particulier. Ça peut être des cas aussi de seconde résidence. On voit que dans ces communes-là, souvent ces logements vides-là, c'est aussi des propriétaires qui n'habitent pas tout près. Et donc, parfois qui habitent dans une autre région, Bruxelles ou quoi, ou en France. Donc, c'est peut-être là aussi le cas plutôt des secondes résidences. Donc là, alors, on voit aussi, en termes de nombre absolu, mais on le voit peut-être un peu moins bien, mais ici, que dans le secteur des grandes villes, villes universitaires, donc on voit Leuven ici, on voit aussi Tignes-Louvain-la-Neuve, où il y a, dans le nombre absolu, il y a quand même beaucoup de logements vides, surtout par rapport aux autres logements. On observe ici d'ailleurs la part de logements vides à Tignes-Louvain-la-Neuve, c'est la seule commune qui ressort du Brabant wallon. Alors, les fréquences enlevées sont aussi différentes, donc les cartes relatives ici assez différentes de la carte en nombre absolu avec les cercles proportionnels, puisqu'on dans une relative, on observe qu'il y a proportionnellement beaucoup de logements vides dans les communes rurales des Ardennes, alors que d'un nombre absolu, ce n'est pas le cas, parce que c'est des communes, il n'y a pas beaucoup de logements dans l'absolu, et donc il y en a quand même beaucoup plus dans les villes. Voilà. C'est quand même compliqué, comme on l'a mentionné, d'identifier aussi où sont ces logements. Il y a peut-être une différence aussi par rapport aux sociétés privées, ici, mais ça, je n'ai pas mis la carte, mais c'est dans le rapport, où elles sont plus actives à la côte qu'en Ardennes. Donc, on voit quand même que les sociétés privées qui possèdent des logements vides, il y en a une proportion assez importante dans les communes de la côte, où là, c'est probablement des appartements de vacances. Voilà, mais c'est moins fréquent dans les zones touristiques wallonnes, où là, c'est plus des particuliers. Ça reste quand même une minorité, même dans les zones de la côte. Voilà. Alors, la résidence des propriétaires, où habitent finalement les propriétaires des logements. Donc là, pour chaque logement, pour la Wallonie, il y a trois lignes avec soit tous les logements loués qui ont un bailleur particulier uniquement. Donc pour les sociétés, on n'a pas regardé où était situé le siège social de la société, parce que d'abord, il n'y a plus de société, et puis c'est peut-être plus compliqué. Voilà, il n'y a pas un siège quelque part, avec d'autres actionnaires, etc. Donc on s'est dit, on va s'intéresser juste aux particuliers ici. Quand il y a plusieurs propriétaires particuliers, on pense qu'il est le plus près en fait, mais on l'a vu, c'est assez peu fréquent, visiblement. Enfin, c'est peu fréquent. Donc les logements, donc il y a trois lignes. D'abord, on prend au logement loué par un bailleur particulier, au logement vide qui a un propriétaire particulier aussi, donc, et puis l'ensemble des logements qui ont un propriétaire particulier, que ce soit occupé, vide ou occupé par un propriétaire aussi. Alors, on observe que le logement wallon, en fait, est majoritairement détenu par des wallons, puisque si on prend tous les logements avec un propriétaire particulier, ben, il y a 97,8% des logements, 95,6% des logements wallons dont le propriétaire habite en Wallonie, y compris toutes les personnes qui habitent leur propre logement. Mais même si on s'intéresse juste aux bailleurs, on a finalement qu'un bailleur sur 20 qui habite en dehors de la Wallonie, puisqu'on est dans 4,2%. Il peut y avoir la proportion peut être un peu plus élevée encore, parce que ici, c'est ceux dont on n'a pas retrouvé. Il y a peut-être des cas de décès récents, etc., qui sont plus dans le registre national, mais qui seraient encore enregistrés dans le cadastre au moment où les données ont été extraites. Ce qu'on observe, en fait, c'est qu'ils résident à proximité des logements mis en location. Il y a aussi, donc, quand je dis par rapport à la région, c'est surtout dans les zones frontalières, en fait, où on a plus de bailleurs qui habitent en dehors de la région. Donc, c'est dans les communes qui sont proches des frontières de la région, que ce soit des frontières linguistiques, la frontière avec d'autres régions par la Flandre, ou la frontière internationale. Donc, c'est probablement aussi des bailleurs qui habitent juste de l'autre côté. On peut imaginer qu'il y a une certaine proximité, mais quand vous habitez une commune un logement qui est une commune frontalière, le bailleur peut habiter à l'étranger, juste de l'autre côté de la frontière. Donc, ils habitent effectivement à proximité. On a plus de la moitié des logements dont le bailleur habite la même commune. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant à savoir aussi. Et alors, les logements vides sont plus fréquemment détenus par des Belges résidant en dehors de l'arrondissement, de la province ou de la région. Donc, quand on compare les deux premières lignes, on observe que pour les logements vides, même si c'est quand même une majorité de proximité, il y en a un peu plus qui habitent pas nécessairement à l'étranger, mais en dehors de l'arrondissement de la province et de la région. Et donc là, ça c'est probablement c'était l'effet un peu seconde résidence. On n'a pas une seconde résidence à côté de chez soi. C'est pour ça que le logement vide, le terme vous dérange. Voilà. Il pose un peu problème. Voilà. Oui, mais on essaie de mettre les guillemets tout le temps et on ne savait pas, mais dans un tableau comme ça, c'est déjà assez long si on met le logement, avec personne non d'être domicilié,
dont le propriétaire d'un particulier, ça devient trop long. Parce que les spécificités des propriétés, enfin, en termes de profil des propriétés de logements vraiment vides, on les a étudiés il y a presque 20 ans. C'est encore autre chose. Encore autre chose que ce que nous... Oui, oui. Mais c'est vraiment une question de taille. Mais on a peut-être dû trouver, si vous avez une alternative, bon, on ne va pas changer la publication, on l'a déjà faite. Mais en tout cas, on est tout à fait conscient que ce n'est pas... La surreprésentation des logements vides dans les bâtiments, ceci est au sein du même bâtiment. Non, ça c'est tous les logements avec un propriétaire particulier, y compris ceux qui habitent. 68%. Hein. Ouais, c'est 68%. Mais ça c'est total des logements loués, vides et occupés par le propriétaire. Dont les plus de 50% qui occupent leur propre logement, eux. Okay. Donc là, on a rajouté aussi, c'est un peu, mais c'était pour avoir l'ensemble, un peu une idée de l'ensemble du foncier possédé par tes particuliers. Oui, c'est 68% inclut les bailleurs et les propriétaires occupants, etc. Donc évidemment, là, on arrive à 68% parce que on a tout les... Ouais. Donc là, ça c'est la dernière colonne. C'était pour avoir un peu l'ensemble. C'est pas pour le bâtiment, c'est plutôt pour par exemple de la région. C'est intéressant de rappeler. Donc voilà, qu'on a 95%, plus de 95% de tout le foncier, mais c'est pas pour le bâtiment, ça n'a pas vraiment de sens. Parce qu'il y a du problème de remembrement qui n'a pas été pris en compte de la base. Ça c'est du coup dans les 10%. C'est dans les 10%. Oui. Donc c'est 10% de quoi 10%? Ben, 10% des logements où personne n'est domicilié, mais qui ont, parce que faut pas dire, mais qui ont un propriétaire qui est un particulier, donc qui n'est pas une société, ont un propriétaire, si on peut propriétaire, un des propriétaires, qui habite le même bâtiment. Donc c'est 10% des... Je ne sais pas si ça... C'est clair? Oui, mais ça évalue pour ce problème de remembrement. Oui, donc il n'est pas super important non plus, hein, puisque ça peut être que ces 10% ne peuvent être le remembrement, non, pas nécessairement. Le remembrement où les propriétaires habitent dedans. Et ça pourrait être le remembrement où il n'habite pas dedans. S'il possède une maison où il y a 3 logements définis en cadastre, mais qu'en réalité il n'y en a que 2, mais qu'il les met tous les 2 en location, ben, il y aura un vide dedans, mais il ne va pas dire qu'il habite dans le bâtiment. Mais c'est vrai que pour ceux qui habitent, ça montre que ce n'est pas potentiellement pas super important. Alors, on passe maintenant au portefeuille immobilier des bailleurs. Alors, on a plutôt une région de petits propriétaires. Donc là, on s'est intéressé uniquement aux logements mis en location. On n'a pas repris les logements où personnes sont domiciliées parce que c'est compliqué à savoir ce que c'est. C'est vraiment des logements vides? Est-ce que c'est des logements quand même mis en location qu'on aurait pu prendre? Est-ce que c'est des secondes résidences, etc. C'est-à-dire, on va prendre uniquement les logements qui sont mis en location pour être sûr que là, on est des logements loués. Et on a le nombre de logements loués possédés par le propriétaire du logement. Alors, en distinguant selon les types de bailleurs, donc là, c'est surtout peut-être le propriétaire personne physique qui est intéressant, où on observe que la grande majorité des logements mis en location par des particuliers le sont par des petits bailleurs qui possèdent un ou deux logements. Donc la majorité, 60% des logements mis en location de bailleurs d'un particulier est mis en location par une personne physique. Non, par une personne physique qui ne met en location qu'un ou deux logements. Un logement, c'est celui-là qui est en location uniquement, et deux, c'est celui-là et un autre. C'est aussi tous les logements, quelle que soit la situation en Belgique. Donc, s'il en met 2 en location, un en Wallonie et un en Flandre, celui qui est mis en location en Flandre contribue à construire les 2. Voilà. On observe évidemment que pour les propriétaires plus institutionnels, en particulier les sociétés de logement social, ben là, c'est évidemment beaucoup plus de logements, puisque les sociétés de logement social possèdent beaucoup plus de logements. On observe que les sociétés privées, qu'on a quelque chose d'un assez particulier, on a des... C'est assez étalé, en fait, où visiblement, on a peut-être des sociétés qui ont plus une vocation immobilière, ou qui n'ont peut-être pas déclaré, mais qui l'ont plus quand même, puisqu'on a une partie qui ont plus de logements, qui mettent en location beaucoup de logements, mais aussi certaines qui mettent en location très peu de logements, comme 1 ou 2 logements. Donc là, ça peut être aussi peut-être juste des logements de fonction, où il y a juste un logement de fonction, un concierge, etc. Donc là, ça montre aussi la diversité de ce profil. Alors ici, il y a bien pour les chiffres aussi. Après, il y a rappelé qui sont des nombres des logements. On ne dénombre pas des bailleurs. Donc un bailleur qui possède 10 logements, ben, il s'est repris 10 fois, une fois pour chaque logement ici. C'est important. Les chiffres ne seraient pas les mêmes si on dénombrait uniquement des bailleurs.
Alors, donc c'est le portefeuille immobilier donc on parle de petits propriétaires. C'est vrai en Wallonie, mais c'est vrai aussi en Belgique. Donc, quand on compare d'autres régions, on a plus des petits propriétaires. 43% des logements mis en location sont départés par des particuliers, sont par des unibailleurs qui mettent en location qu'un seul logement. Mais il y a quand même une diversité aussi, hein, puisqu'on a plus d'un sur 5 qui est loué par un bailleur qui en loue au moins 5. Alors, quand on regarde les cartes, je ne les ai pas mis ici, mais on voit quand même un peu une différence quand même entre les zones urbaines et les zones rurales ou périurbaines, où dans les zones urbaines, on a un peu plus de grands et moyens bailleurs, alors qu'ils sont très peu présents dans les zones rurales, où il y a déjà beaucoup moins de logements à louer. Quand il y a des logements qui sont loués dans les zones plus rurales ou périurbaines, là, c'est vraiment en général des petits bailleurs. Alors aussi, en termes, là, c'est une approche un peu différente, où on s'est centré plus sur les ménages. On a regardé, pas les logements, mais les ménages. Quels étaient les ménages qui étaient bailleurs? On a quand même un groupe non négligeable, qui est vraiment une minorité, mais de ménages qui sont bailleurs, puisqu'on a 13% des ménages qui sont bailleurs. Donc, c'est des ménages où au moins un membre du ménage a un droit de propriété sur un logement où quelqu'un d'autre habite. Et c'est un droit de propriété, du droit d'usage, donc uniquement usufruit, pleine propriété ou en droit d'amphithéose. Et alors aussi, la grande majorité des ménages bailleurs sont aussi propriétaires de leur propre logement. Donc là, quand je disais on ne regardait pas s'ils possédaient leur logement aussi, mais la majorité des ménages bailleurs sont des ménages aussi des propriétaires occupants. C'est assez rare d'avoir des ménages. Ça existe, hein, mais d'avoir des ménages qui soient bailleurs et locataires à la fois. Alors, passons maintenant aux caractéristiques un peu socio-économiques des bailleurs. Alors, les bailleurs qui sont plus âgés que l'ensemble de la population, donc on a peu d'enfants qui sont bailleurs, évidemment, mais ils ne sont pas majoritairement des seniors. Parfois, on a l'idée, les bailleurs, c'est des pensionnés, etc. Ben non, en fait, si on prend les quartiles d'âge, là, c'est là, s'il y a plus de propriétaires, on a pris l'âge moyen, je crois. Donc, c'est le premier quartile à 44 ans, donc on a un quart des logements dont le bailleur a moins de 44 ans, la médiane est à 55 ans, la moitié des bailleurs ont 55 ans ou moins, ou plus, et le troisième quartile est à 67 ans. Donc, il y a un tiers des bailleurs qui ont l'âge, un quart des bailleurs qui ont l'âge un peu au-dessus, supérieur à la pension. C'est très majoritairement des hommes, puisqu'on a 58% des hommes qui sont bailleurs et 28% qui sont des femmes. Le reste, c'est des logements où il y a plusieurs propriétaires. Donc là, je n'ai pas classé entre hommes et femmes, parce que ça peut être un homme et une femme. Mais alors, c'est aussi, c'est en particulier quand on regarde par rapport au l'aspect genre, ça croît quand on regarde sur la taille du portefeuille immobilier. Donc les grands bailleurs sont encore plus majoritairement des hommes. Par contre, c'est vrai qu'il y a un effet peut-être qu'on ne mesure pas, qui est lié au contrat de mariage, où on n'a pas l'information sur le contrat de mariage, c'est communauté des biens ou séparation des biens, etc. Donc il y aura des cas où peut-être que c'est l'homme qui est rentré dans le cadastre, mais qui a quand même un mariage en communauté des biens. Alors il y a une sorte de surreprésentation d'indépendants chez les bailleurs et des chefs d'entreprise. Donc on a 11% d'indépendants qui sont 11% des bailleurs dans des logements loués qui sont possédés par un indépendant et 9,6% par un chef d'entreprise, c'est un indépendant qui a du personnel, contre, dans la population de même âge, on standardise la population wallonne selon l'âge, évidemment, par rapport à l'âge des bailleurs, pour pas comparer avec les enfants, etc. Là, on n'en a que 5% d'indépendants et 2% de chefs d'entreprise, donc ils sont surreprésentés, mais ils constituent quand même qu'une minorité, puisqu'il n'y a que 20% des logements qui sont possédés par des indépendants ou des chefs d'entreprise. Alors, au niveau des revenus, c'est intéressant de voir les revenus des bailleurs. Donc là, c'est les revenus qui nous dessus. Donc, dedans, on n'a pas les revenus immobiliers. Donc, les loyers ne sont pas pris en compte, c'est important de le rappeler, parce que ça aurait été un peu différent probablement. Et on a donc les revenus les revenus des bailleurs. Donc ici aussi, on a toujours décompté ici évidemment les logements. Donc un bailleur qui possède 10 logements, ça va compter 10 fois. Là, c'est le revenu net du ménage. Et on a comparé les revenus des bailleurs aux revenus de la population d'âge équivalent aux bailleurs en Wallonie. Et on a des revenus qui sont assez similaires, qui sont un peu plus élevés pour les bailleurs, mais sans compter les loyers, mais qui sont assez similaires. Si on compare aussi aux locataires, c'est intéressant de comparer aux locataires. Donc en bleu, on a les revenus des locataires. Ici en vert, on a les revenus de la population, de l'ensemble de la population, donc non pas standardisés par âge. On a vu la distribution des revenus dans le census de la population wallonne, et là les revenus des bailleurs aussi. Mais là, on observe que voilà, la population générale, non c'est-à-dire un peu plus pauvre que la population standardisée par âge, mais c'est normal aussi puisque les bailleurs sont à un âge où les revenus sont plutôt élevés, puisqu'ils sont pas tout jeunes, ils ont quand même déjà eu de l'ancienneté dans leur emploi.
Donc, ils n'ont pas 25 ans, ils commencent à travailler. Et par contre, que les locataires, eux, sont nettement plus pauvres. Donc là, autant on peut dire qu'il y a une certaine proximité, si on ne prend pas en compte les loyers, on prend en compte les revenus du travail et de la sécurité sociale entre les bailleurs et la population wallonne en général, autant les locataires, eux, sont beaucoup plus pauvres et se distinguent nettement. Mais il y a un effet ici qui est important, qui n'est pas total, du taille du ménage, puisque les locataires sont des plus petits ménages. Pour les bailleurs, la taille du ménage est assez similaire à la population de ménage, mais les locataires sont plus petits ménages. Donc si on travaille plutôt par revenu équivalent, on voit que ça se rapproche quand même, puisque les locataires sont plus des isolés, de familles monoparentales. Donc le revenu équivalent, c'est un revenu où on pondère par la taille du ménage, mais quand on prend en compte des zones d'économie d'échelle, donc avec une échelle d'équivalence de 0,5, 1 pour le premier adulte, 0,5 pour les autres adultes, et 0,3 pour les enfants, ce qui est assez... Si on tenait compte encore de la pyramide des âges, l'écart sera encore moindre. Parce que la plupart des locataires sont plutôt... Ils sont plus jeunes, oui, effectivement. Mais là, c'est plus compliqué à faire parce que pour les locataires, ici, les bailleurs, il y a une personne qui est bailleur dans le ménage, puis le locataire, il peut avoir des enfants, etc. Comment est-ce qu'on... Donc, standardiser l'âge des locataires, c'est plus compliqué, quoi, puisqu'il y a souvent plusieurs personnes. Ça, on ne l'a pas fait, standardiser l'âge des locataires, parce que c'est... On prend l'âge de qui Voilà. Pour les bailleurs, j'ai appris l'âge moyen, je connais deux, mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a plusieurs. Puisque souvent, c'est une seule personne qui possède le logement, alors que pour les locataires, même s'il y a des isolés, ça va, mais pour ceux c'est des familles, c'est plus compliqué. Il y a probablement un effet aussi, oui, peut-être d'âge aussi, probablement. Mais quel effet ici, là, c'est important au niveau du type de ménage. Et donc là, mais on voit que ça se rapproche, mais que ça ne disparaît quand même pas. Donc les locataires sont plus pauvres et pas uniquement parce qu'ils sont des plus petits ménages. D'ailleurs, on sait que les taux de pauvreté sont beaucoup plus importants chez les locataires que chez les propriétaires occupants. Donc voilà, le fait que les locataires sont plus pauvres est quand même quelque chose qui est assez établi. Alors peut-être un petit peu pour la conclusion, mais pour synthétiser les différents graphiques ici. Donc, sans compter les loyers, la distribution des revenus des bailleurs est proche de celle de la population de même âge, elle est légèrement supérieure. Alors, comment on l'interprétait, c'est plutôt un supplément que un complément. Parfois, on dit, ben voilà, ça remplace une pension. Ben, non, en fait, les bailleurs, en fait, ils perçoivent aussi une salaire, ils perçoivent aussi une activité, ils perçoivent aussi une pension qui n'est pas plus faible que celle de ceux qui ne sont pas bailleurs. Par contre, les locataires, eux, sont nettement plus pauvres que les bailleurs. D'ailleurs, quand on compare, mais là aussi, évidemment, c'est le loyer total, net du ménage, sans tenir compte de la taille du ménage. On a la moitié des locataires qui gagnent moitié moins que leur bailleur. On a lié les deux pour voir les écarts. Voilà. Et alors peut-être pour un peu conclure, parce que je pense que je suis déjà un petit peu dépassé. Mais... On a posé quelques questions. Voilà. Mais donc là, c'est la dernière slide pour conclure. Mais voilà, c'était un petit peu, en termes de profil, je trouve que c'était intéressant de dire que finalement, l'analyse statistique ici contredit par deux préjugés qu'on peut avoir sur les bailleurs qui sont opposés, en fait. Parfois, il y a l'idée que les bailleurs, c'est une petite élite très aisée, dire finalement, c'est les 1% des plus riches qui possèdent tous les logements mis en location à Liège, ce sont des grosses multinationales étrangères qui possèdent des logements. Ça, c'est pas vrai. Voilà, donc ça, c'est pas vrai. On n'est pas dans une petite élite aisée, 1% des plus riches qui possèdent le logement. Ça, c'est le premier préjugé qui est faux. Alors, l'autre préjugé, c'est le préjugé inverse qui dit que les bailleurs seraient pauvres et auraient besoin de leur loyer pour vivre dignement, qui remplace et qui est un complément indispensable à un revenu professionnel ou une pension qui est insuffisante. Et donc ça, c'est faux aussi, puisqu'ils ont aussi des revenus hors de leur loyer qui sont même légèrement supérieurs à la population de même âge. Donc, ils ont aussi une pension, ils ont aussi quand ils ont une pension pensionnée, ils ont une activité professionnelle qui est suffisamment rentable. Voilà. Alors, en réalité, si on regarde le profil plutôt des bailleurs, on pourrait plutôt dire que le profil des bailleurs, c'est une caractéristique d'une classe moyenne supérieure, aussi, comparer les diplômes, etc. aussi. Donc c'est plutôt un profil pas de classe très aisée, mais pas non plus de classe pauvre. Et ils ont une activité locative qui est annexe par rapport à leur profession. Je trouve ça intéressant aussi. C'est pas des bailleurs professionnels, je dis peut-être d'amateurs, c'est pas un bon terme, mais finalement, c'est quelque chose qui est en plus complémentaire par rapport à leur profession. Donc peut-être aussi en termes de marché, ils sont peut-être pas non plus, voilà, donc ils ne sont pas de manière professionnelle. Donc Et alors, aussi, c'est important aussi de savoir qu'il y a évidemment une variation, même si jamais c'est ça, peut-être le profil peut-être classe moyenne supérieure,
évidemment, il y a quand même une variation, c'est pas homogène du point de vue du revenu, tant que du point de vue du patrimoine, puisque quand on regarde ici les revenus, il y a quand même des variations assez importantes. Mais il y en a qui ont des revenus très aisés, d'autres très élevés, d'autres plus faibles, sans compter les loyers. Et de la même manière, si on regarde aussi au niveau des logements posés par le propriétaire, même si la majorité ont 1 ou 2 logements, il y en a quand même qui ont aussi plus de 11 logements. Quand on possède 11 logements, on a un patrimoine qui est beaucoup plus élevé que le patrimoine médian des Wallons et des Belges. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère que c'était intéressant. Il y a une main levée et plusieurs commentaires. Je ne sais pas si on laisse maintenant pour les faire pour la mise en présentation. Comme on peut... 45. Déjà, moi, je vais pas partir trop tard. On va prendre 10 minutes pour les questions pour pouvoir passer à 55 à l'exposé suivant. Celui qui avait lavé la main, alors, Madame Lara Anquet. Ah non, Ludivine Fromont, pardon. Ludivine Fromont, pardon. Une collègue de... Ludivine ? Le micro, je crois. Oui. Ah, elle a disparu. Il n'y a pas de questions d'autres ? Qui m'a dit. Ah, Ça va. bon. Ok. Il y a des commentaires. On a des questions dans les commentaires. Donc, il y a notamment une question sur le type de propriétaire. Avons des chiffres par province. Vous avez montré des chiffres à l'échelle wallonne et belge. Des chiffres par province. Dans le regard statistique sur les cartes, c'est plutôt par commune que par province. Parce que c'est plus l'opposition urbain-rural. Rural ou urbain, périurbain, je ne sais pas comment on appelle ce qui est autour, parce que parfois, ce n'est pas vraiment des vraies campagnes isolées. Mais... Donc, c'est plutôt par. Les cartes sont plutôt par commune plutôt que par province. Après, on pourrait imaginer, comme on a les chiffres du web, de réfléchir à publier des indicateurs aussi par province, aussi, qui a vraiment un intérêt particulier. Mon mail est accessible sur le site de l'e-web, vous pouvez me contacter. Donc, voilà, donc les différences sont plus entre communes qu'entre rural et urbain. C'est ça qui est vraiment plus structurant que réellement entre provinces, quoi. Une question, c'est quelle estimation pouvez-vous donner des logements réellement vides? Je ne sais pas. Entre guillemets, je ne sais pas à quoi ça correspond pour les logements de personnes domiciliées. Les logements réellement vides sont une petite partie de tout ce qu'il a appelé logement vide, parce qu'il y a beaucoup plus de logements qui sont occupés par, qui sont soit des secondes résidences, des logements de vacances, enfin voilà. C'est compliqué. Alors, mais je pense qu'il y a 2 choses. Donc, il faut voir conceptuellement comment on définit un réellement vide. Qu'est-ce que ça veut dire, un réellement vide? Est-ce qu'un logement qui est vide pendant 2 mois parce qu'il y a du battement entre 2 locataires, est-ce qu'il est réellement vide ou pas? Est-ce que c'est vraiment uniquement des logements à l'abandon qui sont réellement vides? Donc ça, je vais devoir comment on définit. Et puis, il faut voir comment on le mesure. Et ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'analyse concrète d'enquête sur aller voir sur place que sont les logements réellement, quelle est leur utilisation réelle, permettrait de voir ces logements où personne n'est domicilié, qu'est-ce qu'il en est, quelle est leur utilisation. Voilà. Même une seconde résidence, vous voulez dire à partir de quand est-ce qu'une seconde résidence qui n'est pas utilisée, ou les gens une semaine par an, est-ce que c'est considéré comme un vide ou pas? Souvent, Thierry Deby nous pose la question, comment sont comptabilisées les colocations par nombre de ménages, par nombre de personnes? Ça, c'est un problème dans le registre national. Donc ici, on ne se base sur le registre national, ça dépend comment les communes enregistrent. Et ça, pour ce que j'en sais, ça peut dépendre d'une commune à l'autre. Et même dans les mêmes communes, ça dépend presque d'un agent à l'autre. Quand on va à la commune, comment est-ce qu'on enregistre ça? Parce que ici, le ménage, il est défini par le registre national. Donc, c'est qui fait partie. Et voilà, il semblerait qu'on a plusieurs ménages. On avait regardé un peu avec Sadbel, etc., dans les cas plutôt des logements virtuels. Il y a probablement encore des logements virtuels qu'on aurait dû garder, mais parfois il y en a où c'est vraiment très, très compliqué à savoir. Les colocations, il peut aussi y avoir des colocations, certains ne domicilient pas, à part chez les jeunes et les étudiants, c'est encore domicilié chez leurs parents, c'est juste temporaire.
François seulement a des tableaux. Est-il exact que 10% des logements vides, mais c'est aussi les secondes résidences, etc., sont détenus par des propriétaires habitant la Flandre ou Bruxelles? Je pense que oui. A priori, c'est tout à fait possible, surtout dans des communes comme Durbuy, La Roche, etc. A priori, il y a beaucoup de secondes résidences. Dans le tableau, ce qu'on montrait, c'est la différence entre ceux qui habitent dans la province, et ceux qui, dans la région, et ceux qui habitent la Belgique. Et là, c'est 10%, c'est ça, donc c'est oui, c'est juste. Ok. Non, ça j'ai pas. Des informations quant au statut de l'accès à la propriété des bailleurs et des propriétaires occupants. On n'a pas, parce que c'est très compliqué, parce qu'on ne sait pas du tout longitudinal, donc on a l'information au 1er janvier, à partir du cadastre, on sait qui est propriétaire, mais on ne sait pas les flux. Et parfois c'est compliqué, parce que parfois ça date d'il y a très longtemps. Les personnes qui, au 1er janvier, sont propriétaires depuis 50 ans de leur maison. Voilà, donc ça, je ne sais pas comment ils l'ont eu, est-ce qu'ils l'ont acquis, est-ce qu'ils l'ont reçu, est-ce qu'ils l'ont acheté, on ne sait pas. Oui. Mais les recensements, je ne pense pas que les recensements précédents n'avaient pas d'informations sur ça. On ne pourrait pas le faire. L'idée, par contre, c'est vrai, est de pouvoir, quand on aura accès aux données, donc on espère d'ici 1 an, quand elles seront prêtes, les données du census 2021, de comparer avec 2020, tout en sachant qu'il faudra être prudent, parce que la définition du logement et la manière dont les logements virtuels sont créés ne sont peut-être pas la même. Donc là, il faudra peut-être voir à ce niveau-là. Mais oui, l'idée serait de comparer 2011 à 2021, qu'on aurait les données pour voir si ça a évolué. Mais... Ça vaudrait la peine d'essayer de distinguer dans les logements vides. Là, un des problèmes, c'est qu'on voulait faire sérier dans les logements vides, ou c'était vide depuis longtemps, mais ce n'est pas nécessairement possible, parce que les vides, quand il y a des logements qui sont des nombreux cadastres, la France, c'est juste qu'il y a 2 logements dans tel bâtiment, mais on ne sait pas exactement quelle est l'adresse, et donc on ne sait pas s'il y a des occupants qui occupent un logement, on ne sait pas lequel ils occupent en fait. Donc c'est quelque chose qui n'est pas possible de faire. Les logements vides, c'était une idée qu'on avait de dire, on va voir, est-ce qu'ils sont vides longtemps, mais en fait, ce n'est pas toujours possible de savoir ça. Autre question, c'est sur la problématique des logements sous-occupés. Ce n'est pas du tout ce que vous avez fait. Donc, ça sort du cadre de votre étude. C'est clair que c'est une préoccupation qui émerge progressivement, surtout par rapport à l'objectif du ZAN et de l'amélioration de l'efficacité énergétique, des coûts associés au chauffage, notamment des logements, meilleure utilisation du stock bâti. Voilà, c'est une autre problématique que celle qui est évoquée. Ça vaudrait la peine, et a priori, s'il y a bien des gens qui pourraient réaliser des études là-dessus, c'est vous, parce qu'il faut avoir accès pour étudier ça, à la fois au registre de population et au cadastre, pour croiser les deux, et donc il n'y a que vous en Wallonie qui pourrez faire ce genre d'études. On ne l'a pas fait, on peut peut-être le faire après, mais la difficulté aussi, c'est ici encore la qualité des données. Tant le cadastre, où parfois le nombre de pièces n'est pas, il y a eu des travaux, et ça ne correspond pas vraiment à ce qu'il y a, on a un nombre de pièces, pas de chambres, etc. Aussi le registre national, il peut y avoir des cas où les familles recomposées, c'est un seul endroit, donc c'est possible qu'il y ait une personne domiciliée, mais que la moitié du temps, il y a quand même des enfants qui soient là. Avec le télétravail, il y a peut-être des besoins pour certains indépendants qui utilisent une partie des bureaux, etc. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, c'est bien de le savoir, mais c'est compliqué, méthodologiquement, c'est très compliqué aussi. Voilà, nous avons ici dans la salle maître Olivier Amal, qui est le président du syndicat national des propriétaires et copropriétaires. Voilà, il voudrait prendre la parole. Question dans le cadre de votre répartition entre bien de la location et son résidence. Qu'est-ce qu'avez-vous utilisé pour bien distinguer location et seconde résidence? Parce que fiscalement, aujourd'hui, c'est le même régime. À l'IPP, on ne fait pas en principe de distinction entre les deux. Donc nous, ce qui distingue, en fait, ce qui est, entre guillemets, vide, mais qui n'est pas vraiment vide, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont domiciliés ou pas? Donc en fait, on s'en est croisement cadastre et registre national. Si des personnes sont domiciliées, soit c'est des personnes qui possèdent un droit de propriété sur le logement, quel qu'il soit, et on passe aussi la part des sociétés. Donc, si c'est un indépendant qui possède bien très peu, sa société à lui-même possède le logement dans lequel il habite, on considère que c'est un logement occupé par son propriétaire.
même si c'est aussi juste un droit de propriété, etc., on considère que le logement est occupé par le propriétaire. Si c'est des personnes qui ne sont pas propriétaires du logement qui occupent, on va considérer que le logement est loué. Alors, du coup, c'est vrai qu'on a certains logements, mais dans les enquêtes montrent que c'est peu fréquent, mais les logements qui sont prêtés gratuitement à des proches sont considérés comme loués. Mais voilà, c'est même pas 1% des logements, c'est à peu près 1% des logements dans les enquêtes. Il y a des cas comme ça où des logements gratuitement, des logements de fonction, par exemple, sont considérés comme loués, alors que on ne paie pas le loyer quand c'est un logement de fonction. Donc, c'est vraiment, c'est pas lié aux régimes fiscaux, c'est vraiment juste lié au croisement cadastre registre national. Voilà. Okay. Il y avait encore d'autres commentaires, mais je pense que ce n'est que de commentaires, pas des questions. Donc on peut passer, je pense, à la présentation suivante. Non, je suis bien, je présente directement. Donc maintenant, c'est M. Pacou du LISER qui va nous parler du profil des propriétaires de disponibilité foncière en zone d'habitat au Grand-Duché. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, pour cette présentation très intéressante. On a l'ambition de faire quelque chose de pareil au Luxembourg sur les propriétaires de logements, mais on a encore plus de problèmes de données que vous. C'est intéressant de le voir. Donc aujourd'hui, moi, je vais plutôt m'intéresser au foncier constructible pour l'habitat et vous expliquer un petit peu comment cette détention est organisée au Luxembourg et en tirer un petit peu des conséquences et aussi les différentes solutions qui sont proposées actuellement pour produire un marché du foncier qui soit un peu plus liquide. Donc moi, je suis chercheur au LISER, qui est un centre de recherche publique au Luxembourg, et je coordonne en même temps un projet qui s'appelle l'Observatoire de l'Habitat, qui est une collaboration depuis 2003 entre le LISER et le ministère du Logement. Donc on reçoit tous les ans dotation du ministère du Logement pour faire des analyses, des études sur différentes facettes du marché immobilier. Et une des thématiques phares sur lesquelles on travaille depuis longue date, c'est donc le foncier constructible, combien est-ce qu'il y en a finalement et qui le détient. Est-ce que c'est vous qui avez répondu du coup ou... Non. Peut-être avec Page Down. En cliquant simplement. Non. Bon, bah, je vais faire. C'est parce que vous êtes deux. J'ai l'impression que j'ai pas eu. Je vais essayer de voir si je peux le faire ici. Mais je pense que c'est vous qui le présentez là. Parce que... Oui. Non, c'est pas moi qui le présente dans le Teams. Je vais essayer. Mais je vais le partager, alors je m'occupe de le partager. Ah, là, c'est vous qui le partagez. Ouais, mais ça ne marche pas. Je vais essayer alors de mon côté. Si je retrouve mon curseur. Voilà. Ça aurait été trop facile. Et au suivant. Voilà. La compatibilité de matériel du Grand-Duché. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, je voulais juste faire rapidement un petit aperçu du marché du logement au Luxembourg. C'est un marché qui est en surchauffe depuis plusieurs années où les prix du logement ont doublé depuis 2010, plus que doublé, dans un contexte de forte croissance démographique et économique. Et on voit que l'indice des prix des terrains constructibles a augmenté encore plus rapidement que l'indice des prix des logements. Donc c'est vraiment le foncier et sa cherté qui tire un petit peu tout le système de production de logement. Le problème, c'est que le Luxembourg n'a pas de logement abordable ou social ou public locatif. Donc il n'y a rien pour protéger une grande partie de la population de ces augmentations de prix. Et qu'il n'y a pas d'impôt foncier qui soit conséquent. Donc ça a des impacts, comme vous le verrez plus tard, sur la structure de la détention. Donc, bien sûr, en conséquence, on a un taux d'effort des ménages qui augmente, donc surtout parmi les déciles inférieurs de la population en termes de revenus, les locataires du marché privé et les ménages d'une seule personne.
Donc on utilise une enquête européenne et UCIL pour faire un petit peu une analyse du stock d'efforts au cours du temps. Et on a fait une analyse aussi un peu plus systémique du système socio-fiscal pour le logement au Luxembourg. Et on voit qu'il est fortement bénéficiaire pour les personnes qui sont propriétaires de leur logement et qui sont dans les déciles de revenus les plus aisés. Donc c'est un système socio-fiscal qui est assez régressif, surtout en ce qui concerne les incitations à l'investissement locatif. Donc ça c'est vrai qu'on a un régime très très attractif pour les investisseurs au Luxembourg qui est aussi en grande partie responsable pour échapper des prix ces derniers temps. Et voilà, donc pour arriver au niveau du foncier, on a depuis très longtemps recensé les terrains disponibles pour l'habitat. Donc ça, c'est en superposant les plans d'aménagement des communes avec le parcellaire du cadastre et les images satellites pour voir s'il y a effectivement un bâtiment ou non sur ces terrains. Et donc on fait ça depuis 2004 et on n'a jamais identifié qu'il y avait un manque de terrain. On a toujours eu beaucoup trop de terrain disponible. Et le problème, c'est que l'offre de logement peine à suivre parce que personne ne veut se débarrasser de ces terrains et tout le monde les garde comme investissement. Donc on a un problème de mobilisation finalement du foncier. Donc le problème, c'était vraiment de savoir un petit peu pourquoi est-ce qu'on a ce problème de mobilisation du foncier. Donc jusqu'en 2016, on analysait la propriété du foncier par rapport à des grands types de propriétaires. Est-ce qu'on est des propriétaires privés, personnes physiques, personnes morales, ou des propriétaires personnes publiques. Et quand on a fait les analyses pour les données 2016 en 2019, on s'est dit, est-ce qu'il y a moyen d'aller plus loin? Et on a été un petit peu poussé par une question parlementaire, et on a deux parlementaires qui nous ont justement demandé, vous dites toujours que la majorité du terrain est aux mains de personnes privées, mais est-ce qu'on parle de 5, 10, 1000, 10 000 personnes? Et en même temps, j'ai commencé un projet de recherche financé par le Fonds de recherche luxembourgeois, justement sur les inégalités liées à la propriété foncière et immobilière, où j'ai étudié une ville du sud du Luxembourg qui s'appelle Piplange, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour voir un petit peu qui détient quoi. On a eu accès à toutes les transactions foncières et immobilières. Ça a permis de comprendre un petit peu mieux les mécanismes. Et je vous envoie quelques slides sur du blanche plus tard pour vous donner un peu d'éléments de contexte historique. Mais bon, ce qu'on a vu, c'est que les propriétaires fonciers, c'est vraiment ceux qui sont en haut de la pyramide des patrimoines du Luxembourg, c'est eux qui ont les patrimoines les plus élevés encore que les multipropriétaires et que les familles impliquées dans la promotion immobilière. Et que dans la ville de Dublange, on avait vraiment un petit nombre de propriétaires fonciers qui finalement étaient à l'origine de tous les plus grands projets. Donc ça nous a vraiment poussé à se dire, au niveau national, il faut qu'on réfléchisse, qu'on essaie de voir un peu comment est structuré ce foncier constructible. Donc ça c'est la note 29 qu'on a publiée en 2021. C'est la version la plus récente de cette analyse des terrains constructibles. Et c'était la première fois qu'on utilisait un nouveau programme qui s'appelle RAMPLUS, qui est une collaboration entre le ministère du Logement, le ministère de l'Aménagement du Territoire et le LISER. Donc c'est nous qui avons un petit peu piloté ça. Et en plus des superpositions qu'on faisait jusqu'à présent entre le parcellaire, les plans d'aménagement et les photos aériennes, on a ajouté une couche d'information en plus avec des entretiens avec les responsables communaux pour faire vérifier tous les terrains qu'on avait identifiés comme libres de construction et pour avoir des informations supplémentaires. Est-ce qu'ils savent à quelle échéance est-ce que le propriétaire serait prêt à développer son terrain? Est-ce qu'il y a des problèmes potentiels? Est-ce que c'est une friche? Est-ce que c'est un terrain difficile à développer? Donc ça a permis d'avoir une étape en plus de vérification de la qualité des données et justement aussi de récolter plus de choses sur ces propriétaires. Ce qu'on a fait aussi, c'est que on a mis en place un système avec le cadastre pour obtenir des informations sur les propriétaires. Donc pour les personnes physiques, on a eu pour chaque terrain le propriétaire avec un code unique anonyme, ce qui permettait de voir que plusieurs terrains étaient détenus par la même personne. Et pour les sociétés, comme elles ne sont pas protégées par le RGPD, on a eu le nom des personnes morales, qui nous a permis d'aller rechercher les actionnaires et de les regrouper en conglomérats, parce qu'on s'est rendu compte qu'un promoteur immobilier, par exemple, va faire détenir ces terrains par différentes sociétés pour chacun de ses projets. Donc on a un promoteur qui fait ça systématiquement, donc on a dû regrouper 71 entreprises pour savoir exactement combien de fonciers cette entreprise détient.
Donc voilà, on a fait un peu cet exercice pour mieux comprendre comment était structuré le foncier. Malheureusement, comme c'était un projet qui venait de commencer, on n'avait pas toutes les communes dans cette note 29 et on est en train de mettre à jour ce travail qui devrait paraître fin juin où on aura l'ensemble du Luxembourg et avec toute cette information. Merci. Donc voilà, juste pour vous donner un petit peu un aperçu, donc ça c'est la distribution par type de propriétaire. Donc au Luxembourg, on est un pays où la majorité du foncier est détenu par des personnes physiques, et ce particulièrement dans les zones d'habitation mixte. C'est la quatrième colonne, donc c'est là-dessus que je vais me concentrer aujourd'hui. C'est normal que dans la zone d'activité, on ait une distribution plus mixte. Les seules acquisitions foncières que l'État a jamais faites, c'était des zones d'activité, donc c'est pour ça que l'État ressort avec 27% dans la colonne 5. Et les zones de bâtiments publics, là c'est normal que ce soit plus aux mains d'entités publiques. Donc, si on regarde juste les zones d'habitation mixtes, on voit qu'on est en très grande majorité sur une structure du foncier qui est détenue par des privés, donc 64% par des personnes physiques et 20% par des personnes privées. Il n'y a que 13,5% du terrain constructif pour l'habitat à Luxembourg qui sont détenus par des acteurs publics. Et il y a une fragmentation avec les communes, l'État. Les fonds, ce sont nos promoteurs publics. Donc les promoteurs publics, qui sont ceux qui sont supposés faire du logement abordable, détiennent que moins de 5% du foncier constructible. Donc on a très peu de logements abordables et on ne risque pas d'en avoir beaucoup dans le futur parce que le foncier est vraiment un problème. Donc juste pour vous donner plus de détails maintenant sur ces deux grandes catégories, les personnes physiques et les sociétés privées. Je vais vous demander de passer à la slide d'après. Donc au niveau des personnes physiques, on a fait des analyses de la concentration. À gauche, vous voyez un petit peu une division assez simple. Si on regarde les propriétaires qui détiennent plus de 50 hectares de foncier constructible et ceux qui en détiennent moins, on voit que voilà, on a 1062 propriétaires avec plus de 50 hectares qui détiennent plus que les presque 11 000 propriétaires avec moins de 50 hectares. Donc les grands propriétaires sont une minorité en termes de propriétaires de foncier, mais détiennent la grande majorité du foncier. Et on le voit très bien sur le graphique à droite qui reprend par décile de surface. Donc on a pris tous les propriétaires avec leur surface de foncier, on les a classés du plus grand au plus petit, et on a coupé ça en tranches de 10%. Et on voit que le top 10% détenait 55% du foncier aux mains des personnes physiques. Donc si on prend les deux premiers déciles, on a vraiment la majorité des terrains. Donc là, c'est le tableau avec les chiffres précis. Donc là, on a fait le top 1%, 10%, 20%. Et on voit que si on prend le top 10%, donc on tombe sur le même chiffre de 55 en 2020. Si on compare avec 2016, on avait déjà fait une première estimation. On voit que les chiffres sont assez stables. Et le chiffre que je ressors toujours quand je parle de la structure foncière de Luxembourg, c'est ce chiffre de 0,5% de la population résidente qui détient la moitié des surfaces constructibles pour l'habitat dans le pays. Donc on est vraiment sur une minorité de personnes, donc 3500 propriétaires, qui finalement influent le développement urbain résidentiel du Luxembourg. Donc on va passer maintenant aux sociétés pour vous montrer que c'est pas mieux. Donc si au début, les données cadastrales nous ont ressorti 1013 personnes morales privées qu'on a après regroupées en 627 groupes de sociétés en utilisant le registre du commerce et le registre des bénéficiaires affectifs qui malheureusement depuis n'est plus accessible. Et donc là, on voit vraiment qu'on a 90 groupes qui détiennent la grande majorité du foncier. Et vous voyez que voilà, si on regarde plus d'un hectare, c'est plus 10% des sociétés, mais elles détiennent presque 90% des surfaces. Donc sur le slide suivant, il y aura de nouveau ce graphique. Non, je l'ai pas mis. Peut-être qu'il vient après. Je me suis trompé d'ordre. Mais on voit que la concentration au niveau des sociétés est encore plus forte. Ce processus de regroupement fait vraiment ressortir 10 groupes de sociétés qui détiennent la moitié de tout ce qui est détenu par des sociétés. Et on a 5 promoteurs d'envergure nationaux qui sont vraiment les seuls qui produisent finalement la majorité du logement. Les propriétaires particuliers, on peut dire sans doute que ce sont des gens historiquement étaient des familles liées à l'agriculture qui détiennent du. Oui, ça, je vous montrerai ça. On dit que ici,
les sociétés, c'est soit des gens qui historiquement étaient dans l'agriculture, mais qui sont, vu leur patrimoine, se sont reconvertis vers la promotion immobilière, soit c'est vraiment des promoteurs immobiliers qui ont acquis, parce que même, je pense, une société comme Thomas et Piron, qui est une société wallonne, à mon avis, est dans les dans les propriétaires avec un gros patrimoine aujourd'hui. Je vais vous montrer, je pense que c'est le prochain slide où on voit les entreprises. Voilà, c'est ça, okay, j'aurais dû faire à l'inverse. Et donc en fait, après, j'ai regroupé un petit peu les propriétaires de fonciers qui sont des sociétés privées en 4 grands groupes. Il y a un autre, mais ça c'est tous les reliquats de petites entreprises qui, au bout d'un moment, quand on fait des recherches d'actionnaires, ça devient difficile. Donc on voit que la grande majorité du foncier est majorité. Voilà, c'est des acteurs locaux, de l'immobilier, donc c'est les 5 grands promoteurs. Donc ça, c'est le bleu pâle, donc c'est la majorité finalement des bars. Et les acteurs internationaux de l'immobilier, il y a quelques groupes, il inclut Thomas Piron, Nobel, voilà, B6 voilà, quelques-unes qui sont belges. Mais la difficulté, c'est qu'elles ont beaucoup de mal à acheter du foncier, parce qu'elles n'ont pas les liens locaux avec les propriétaires, qui sont, comme vous dites, surtout issus de familles d'agriculteurs. Donc on voit vraiment que, j'en parlerai un petit peu après, mais quand il y a des ventes de foncier, c'est généralement vers les grands promoteurs locaux qui ont les ressources, mais aussi les réseaux. Je vais vous en parler après, mais j'appelle ça la double concentration. On a le foncier très concentré au niveau des personnes physiques, et quand il y a des transactions vers les personnes morales, les sociétés, c'est généralement les mêmes qui sont bien placés pour les actions. Donc voilà, donc c'est vraiment une histoire locale, le foncier. Ça, c'est Luxembourg. Voilà. Si tu n'es pas... tu ne pars pas le luxembourgeois, de toute façon, tu n'auras pas d'infos. Tu finis par acheter des biens qui sont très chers, et après, tu produis des qui sont aussi très chers, et ça fait aussi 100 balles encore plus. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer au niveau des statistiques sur la distribution. Et prochain slide, voilà, on va passer rapidement à Dudelange. Je vais vous expliquer un petit peu la dimension historique. Donc Dudelange, c'est le cas d'étude que j'ai choisi, et c'est assez intéressant parce qu'il a eu trois grandes phases. C'était un village agricole jusqu'à la fin du 19e siècle. Et puis tout d'un coup, c'est devenu un centre sidérurgique d'ordre régional. C'est une des villes fondatrices de l'Arbed, qui était la grande entreprise sidérurgique luxembourgeoise, qui est maintenant Mittal Steel. Et puis, lors de la fermeture de l'usine, ça s'est reconverti un petit peu en cité dortoir pour la capitale qui est à 20 km de City au Luxembourg. Et donc, on a vraiment eu 3 phases. Et je vais vous montrer un petit peu comment la détention du foncier a changé ou pas lors de ces mutations. Donc, voilà. Alors, c'est dans l'autre sens. Ah oui, non, voilà, c'est ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des matrices cadastrales historiques pour regarder un petit peu la détention du foncier au cours du temps. Et si on compare la détention de tout le foncier en 1872 à la détention du foncier constructible en 2016, on voit que finalement, le niveau de concentration n'a pas changé en l'espace de 150 ans. Si ce n'est qu'il est encore plus concentré en 2016 qu'en 1872. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a vraiment pas eu de mutation au niveau de la structure du foncier, alors que la ville est passée de village rural à cité industrielle, à cité dortoir. Les propriétaires de foncier sont finalement toujours plus ou moins les mêmes. Donc, je vais vous montrer ça en plusieurs slides, comment ça s'est fait. Donc, si on regarde d'abord la distribution générale du foncier, si on prend les 2000 hectares de la ville de Dudelange depuis 1842 jusqu'à aujourd'hui, on voit que la barre verte, qui est les personnes physiques, a toujours été la barre la plus importante, mais que d'autres acteurs sont entre-temps intervenus. Donc les petites barres jaunes, c'est justement l'entreprise sidérurgique, l'Arbed, qui, grâce à son actionnaire majoritaire qui était le comte de Berthier, le comte de Berthier qui était aussi celui qui a racheté les terrains féodaux. Donc l'histoire vient de là. Mais ce comte de Berthier, qui était quelqu'un de Lorraine, avait les terrains où l'usine pouvait être construite et est devenu actionnaire majoritaire de l'usine. Et finalement, l'usine a pu acheter aussi quelques terrains à des agriculteurs. Mais vous voyez que jusqu'en 1938, les personnes physiques sont vraiment restées maîtres du foncier à Dudelange et ont toujours refusé de vendre du foncier à l'usine. Parce que voilà, plus ils vendaient de foncier à l'usine, plus l'usine construisait de logements pour les ouvriers et plus la structure sociale de la ville changeait. Et c'est seulement en 1927 que le premier maire issu de l'industrie a été élu. Avant, c'était toujours les agriculteurs qui contrôlaient tout. Donc, en contrôlant le foncier, ils ont aussi pu filtrer et contrôler le développement social et urbain de la ville.
Et c'est que vraiment à partir des années 70, avec la désindustrialisation, que l'État est intervenu et a acheté beaucoup de foncier pour faire une zone économique, pour essayer de sauvegarder quelques emplois. Mais c'est pas dans la zone d'habitat, c'est vraiment la zone d'activité. Ouais, ça c'est vraiment tout le foncier. Donc si on parle de l'habitat, c'est pas du tout là. Mais c'est juste pour montrer que voilà, il y a eu un activisme foncier de l'État à Dudelange, mais vraiment très tard, et seulement quand l'Ardèche n'arrivait plus à gérer la situation. Donc si on s'intéresse maintenant au foncier détenu, on voit que si on prend les top 10, top 20, top 50 propriétaires en termes de surface, on voit qu'ils détiennent historiquement, ils détiennent aujourd'hui encore plus ou moins la même surface de foncier qu'en 1842. Si on prend le top 10, ils sont toujours à plus de 200 hectares, donc un dixième de la surface de la ville. Si on prend le top 20, on reste autour de 300 hectares. On voit que c'est plutôt le top 50 qui a vendu, donc c'est surtout les petits propriétaires qui ont vendu progressivement leur foncier. Donc voilà, et si on s'intéresse en termes de pourcentage, on voit que le top 10, la part du foncier qu'ils détiennent a augmenté. Et ça, c'est un petit peu mécanique parce qu'en fait, avec le développement urbain, il y a beaucoup plus de gens qui achètent des maisons. Et quand on achète une maison, on achète un petit bout de foncier. Donc on devient automatiquement un propriétaire foncier. Donc le plus de petits propriétaires achetaient des maisons, le plus ceux qui détenaient du coup, voilà, leur pourcentage augmente. Donc ça, c'est un peu mécanique, mais c'est juste pour vous montrer que, voilà, que le top 1%, le top 10% détiennent encore une très grande proportion de la surface. Et donc, la prochaine slide, c'est une façon de montrer un petit peu à quel point ces terrains restent dans des familles particulières. On est vraiment sur une structure familiale de la détention du foncier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, pour chaque matrice cadastrale historique, j'ai pris les top 20 familles et j'ai colorié les familles et leurs branches au cours du temps dans la même couleur. Donc, si vous voyez par exemple la couleur bleu foncé, c'est une famille qui, au cours du temps, avait toujours des membres de cette famille d'origine dans le top 20 des propriétaires. Donc là, et on voit aussi, par exemple, en jaune, qu'on a des dynasties finalement foncières qui survivent jusqu'à aujourd'hui. Et donc ces familles gèrent leur foncier de manière très stratégique et sont favorisées par le fait qu'il n'y a pas d'impôt foncier, donc il n'y a pas de prélèvement sur leur foncier. Et il n'y a pas d'imposition des successions en ligne directe, donc il n'y a rien qui n'empêche la transmission de ces portefeuilles fonciers au cours du temps. Donc c'est comme ça que le foncier reste aux mains de personnes locales. Ce qui se passe à Dudelange se passe dans le reste du pays. C'est des familles d'agriculteurs qui, par attachement à la terre, historiquement n'ont pas vendu. Mais maintenant que les prix augmentent de plus de 10% par an, la logique financière a pris le pas sur la logique agricole et ils gardent les terrains parce que c'est le meilleur investissement possible. Et ils vendent au compte-gouttes quand il faut rénover la ferme ou quand il faut se partir en vacances. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu historiquement à quel point le foncier est détenu par un petit nombre de familles. Donc quand on dit 0,5% du foncier Luxembourg détenu par... enfin, que 0,5% de la population détient 50% du foncier, c'est ce genre de famille dont on parle. C'est des gens qui sont vraiment accrochés à leur terre. Donc voilà, juste pour vous parler un petit peu... Blanc, c'est l'autre. Blanc, c'est des gens qui ne sont pas dans des dynasties. Ça veut pas dire que c'est des propriétaires. Ou alors que je n'ai pas réussi à retrouver les ancêtres, les descendants. Ça, c'est aussi possible. Donc voilà, donc si on pense un petit peu aux conséquences, cette structure du foncier est très concentrée, elle n'est pas neutre. Elle fait qu'il y a une très forte rétention foncière de la part des personnes physiques et une mise en banque stratégique des grands acteurs immobiliers. Donc on a une double concentration, comme je disais. Quand il y a des transactions, c'est généralement de grands propriétaires fonciers personnes physiques à grands propriétaires fonciers personnes morales, donc promoteurs. Et donc il y a quelques grands promoteurs qui sont assis sur des très grandes réserves foncières qui peuvent gérer finalement leur production de logement. Ils ne sont pas forcés de construire très vite puisque les terrains qu'ils ont achetés il y a 50 ans, 30 ans, aujourd'hui, valent rien. Et ils sont en mesure de contrôler à la fois la production et le prix de cette production, qui est une très bonne position. Et donc la production de logement est vraiment un moment clé de ces stratégies d'accumulation de patrimoine. Les personnes physiques, les students du foncier, peuvent aussi elles-mêmes faire des plans locaux, peuvent engager des architectes, peuvent morceler leurs parcelles. Donc on a aussi pas mal de personnes physiques qui elles-mêmes, en fait, deviennent promoteurs immobiliers, pas les grandes structures dont vous parliez, mais arrivent à aussi tirer
plutôt que de vendre en bloc à un promoteur, de vendre des petits bouts à des personnes qui veulent construire et de là prendre une partie de la rente foncière. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un processus de concentration au niveau de la promotion immobilière. Si on remonte aux années 70-80, on avait beaucoup de petits promoteurs, on avait beaucoup de personnes physiques qui construisaient des logements. Mais au cours du temps, on voit que c'est seulement les grands acteurs qui ont les ressources, les épaules assez solides pour acheter du foncier. Et donc, on voit que maintenant, on a 5 grands promoteurs locaux et quelques promoteurs internationaux. Thomas Piron, sa spécialité, c'est de racheter des entreprises défaillantes pour acquérir le foncier. Donc, ils n'arrivent pas à acheter du foncier directement, donc ils rachètent des entreprises qui ont du foncier dans leur portefeuille, mais qui sont défaillantes. Et c'est la société internationale qui a réussi à acheter le plus de foncier, parce que c'est une bonne stratégie. Et donc, tout ça aussi, ça a des conséquences au-delà de la production de logements. C'est que face à ce blocage, l'État doit jouer sur de l'opportunisme foncier. Il n'y a pas eu d'intérêt historique pour acheter du foncier, surtout pour du logement. Il y a eu quelques acquisitions en zone d'activité. Si vous connaissez Luxembourgville, il y a aussi le plateau de Kirchberg où il y a les banques, et maintenant aussi les institutions européennes puis les banques. Mais là, c'était vraiment parce que Luxembourg voulait attirer à elle les institutions européennes et a acheté beaucoup de foncier en périphérie de la ville. Et maintenant, l'État se retrouve avec beaucoup de foncier et c'est une opportunité qu'elle peut utiliser. Et c'est la seule fois que l'État a vraiment acquis beaucoup de foncier autre que dans des zones d'activité. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment, il y a une contradiction, il y a une tension entre une planification stratégique du territoire et la structure de la détention foncière. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'une ville est un centre d'activité régional que les propriétaires là vont être plus enclins à vendre leur foncier pour permettre un développement. Et on voit qu'on a beaucoup de foncier disponible dans des zones complètement rurales où les propriétaires sont maîtres de vendre ou de ne pas vendre ce terrain. Et c'est un peu la problématique dont vous parliez aussi en Belgique. Donc on a vraiment cette tension entre une planification qui se fait avec des critères d'organisation du territoire et des logiques vraiment privées d'accumulation qui peuvent complètement déjouer ces essais de planification. Donc ce système a perduré très longtemps. Parce que, disons, il y avait une logique électorale un petit peu. Au Luxembourg, ce sont que les citoyens qui peuvent voter aux élections nationales, parlementaires. Et comme vous l'avez vu, la détention de foncier est extrêmement concentrée aux mains de locaux. Donc toute la machine immobilière et foncière a toujours été une chasse gardée de la population locale. Et donc, les gouvernements successifs se sont bien gardés de s'attaquer à cette manne. C'était un petit peu le contrat social. On accepte une économie très ouverte, d'avoir 50% d'étrangers dans la population, mais vous avez le droit de faire autant d'argent que vous voulez sur les fonciers. C'était un petit peu ça le contrat sociétal, mais ce contrat sociétal a commencé à se fissurer, parce que maintenant, même les jeunes luxembourgeois n'arrivent plus à acheter de logement. On a de plus en plus de jeunes luxembourgeois qui traversent la frontière pour acheter en France, en Belgique, en Allemagne. Mais ça, c'est l'excuse officielle, mais je pense que la vraie raison, c'est qu'il y a une perte d'attractivité aussi du Luxembourg. Les salaires sont élevés, bien sûr, mais si on veut recruter quelqu'un et que la personne regarde les prix du logement, la personne va réfléchir à deux fois, est-ce que c'est vraiment si lucratif que ça de venir au Luxembourg? Donc je pense que c'est ça qui a un petit peu débloqué la machinerie gouvernementale, c'est que les libéraux au pouvoir se sont rendus compte que le logement pouvait vraiment constituer un frein au développement du Luxembourg. Et donc, depuis 3 ans, il y a vraiment une batterie d'impôts, de projets de loi qui ont été proposés. Donc, c'est vraiment tout ce que vous avez là au tableau date de plus ou moins 3 ans. Et on est en année électorale cette année, donc ils ont essayé de tout faire avant 2023. Donc, le plus important, je pense, pour le foncier, c'est que l'impôt foncier est finalement en train d'être réformé. Il y a un projet de loi qui a été déposé. Le dernier impôt foncier date de 1943, il a été mis en place par l'occupant allemand et la valorisation des terrains n'a jamais été mise à jour. Donc c'est pour ça qu'on a maintenant des impôts fonciers qui est vraiment ridicule. Et donc finalement, il y a un projet pour revaloriser les terrains à la date d'aujourd'hui. On a été impliqué aussi pour tester leur formule avec les transactions. Ça tient la route.
Et ça risque de vraiment augmenter les impôts dus par les propriétaires fonciers. Pour les propriétaires occupants, ça ne va pas changer grand-chose, ils ont dû déménager la base électorale, mais ça va avoir un effet que finalement, si on est grand propriétaire, on va maintenant payer en milliers d'euros plutôt qu'en dizaines d'euros son impôt foncier. Et surtout, ils ont lié ça à un impôt de mobilisation qui cible spécifiquement les terrains constructibles. Donc, si on est propriétaire de terrains constructibles mais qu'on ne développe pas son terrain, on va payer un impôt en excès de l'impôt foncier normal, et ce montant va augmenter au cours du temps. Il est progressif. Le seul hic là, c'est qu'il y a une période transitoire. Il sera seulement pleinement appliqué dans 10 ans. Mais ça donne un signal aux propriétaires fonciers que voilà, il faut qu'ils commencent à réfléchir à comment ils peuvent développer ou vendre leurs terres. Donc, il y a aussi d'autres propositions, dont une qui est thématique très similaire à ce qu'on a entendu avant sur les logements. Ils veulent mettre en place un impôt sur le logement vacant. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de logements on a à Luxembourg, parce qu'on n'a pas vraiment de registre. Donc d'abord, on va faire un registre national des bâtiments et des logements. Donc ça, c'est vraiment une entreprise pharaonique où on implique tous les ministères, toute l'administration pour voir quel type d'informations on peut mettre ensemble. Donc ça, on pilote ce processus aussi au MISER. Et une fois qu'on aura ce registre, on pourra savoir quels logements sont vacants, comme vous l'avez fait en couplant registre de la population et cadastre, en liant propriétaires et occupants. Voilà, il y a d'autres choses qui sont en place. Il y a une réforme du palier à loyer. Très important, je trouve, il y a une réduction des avantages fiscaux aux investisseurs. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Et il y a deux autres choses qui ont trait au foncier, qui est la mise en place d'un fonds spécial qui soutient le développement du logement abordable, mais dont une grosse partie de l'activité, c'est justement l'achat de foncier pour l'État, pour les promoteurs publics. Donc ça, c'est bien, ils investissent finalement de l'argent pour acheter du foncier. Et il y a deux autres choses qu'ils mettent en place. Ils veulent permettre plus facilement de remembrer au cas où il y a un propriétaire qui est opposé à la vente du terrain, alors que les propriétaires autour sont d'accord. Aujourd'hui, ça bloque complètement toute transaction immobilière. Ils veulent avoir un outil qui permette de réallouer les surfaces pour ça possible. Et un contrat de développement qui fait que si on ajoute des terrains au périmètre constructible, qu'il y ait en fait des obligations qui y soient attachées, de développer en moins de 6 ans, etc. Parce que pour le moment, dès qu'on étend les périmètres, c'est le jackpot pour les propriétaires fonciers qui, la valeur d'un terrain gagne multiplié par 100 et eux n'ont aucune obligation, ils peuvent le gérer à leur guise, comme on l'a vu. Donc finalement, ils sont en train d'essayer de réfléchir à moins élargir les périmètres, ce qui est déjà une bonne chose, mais aussi quand on élargit, d'avoir des obligations. Donc voilà, je peux revenir sur ces projets de loi si ça vous intéresse. Le seul problème, c'est que pour le moment, rien de tout ça n'a été voté, parce qu'on est en période électorale. Donc il y a toujours le risque que voilà, le gouvernement change et que tous nos efforts soient réduits à néant. Mais on croise les doigts quand même. Enfin, je pense que je suis arrivé au bout. Voilà, juste dernière petite chose, on recrute en ce moment un postdoc dans le cadre de l'Observatoire de l'Habitat. Donc si dans vos réseaux, vous connaissez quelqu'un d'intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Un grand merci, Antoine. Est-ce qu'il y a des questions ici dans la salle là? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Pas l'impression que ça, je crois que c'était sur le... Moi j'ai une question. Quand vous avez présenté la structure de la propriété, à Blanche, là vous aviez bien les données en stock, pas uniquement en transaction. Oui, ça c'est des données stock. Donc c'est des matrices historiques cadastrales. Je pense qu'elles existent dans tous les pays où il y a un cadastre. Au Luxembourg, on en a depuis 1823. Donc c'est vraiment pour tous les 30 ans, il y avait vraiment un recensement complet de toutes les propriétés et de leurs propriétaires. Avec la propriété, la profession de propriétaire. Malgré le RGPD, vous avez pu l'avoir pour 2018 2018, ça j'ai reconstitué cela sur la base de transactions. Donc ça, c'est là où mon projet de recherche a permis d'avoir des transactions. On avait tous les extraits d'actes notariés et en reconstituant tous les flux, on a pu refaire le stock pour. Okay. Parce que nous, je pense qu'il y a peut-être moyen de remonter, de faire des
de savoir qui était propriétaire jadis, mais qui est propriétaire aujourd'hui, dès que c'est le privé, Et là, ça ne sera pas possible. Et là, justement, avec le cadastre, on a mis en place cette routine où maintenant on a les identifiants uniques. Donc c'est un matricule national qui est brouillé, ou alors ils sont juste un numéro chronologique, quoi, pour les propriétaires dans leur liste, le 1, et puis ça va jusqu'à 20 000. Et donc comme ça, on peut au moins savoir qui détient quoi, au niveau fin, sans avoir l'information qui soit identifiante. Je pense que même si il y a sans doute une concentration aussi de la propriété foncière en zone d'habitat en Wallonie, hein, on sait même dans certains villages qui est propriétaire de quoi et qui a fait certaines pressions dans les années 70 quand on a délimité les zones d'habitat pour que ces propriétés soient bien classées, souvent dans le rouge plutôt que dans le jaune. Voilà. Je ne pense pas que l'on soit dans une situation aussi concentrée que chez vous. C'est quand même, à mon avis, beaucoup plus voilà, quelque chose qui est encore... voilà. Tout simplement parce que notre pays, enfin on prend par exemple les régions rurales chez nous, n'ont pas connu une explosion démographique aussi forte que vous, quoi. Donc vous, dans les années 1860, je dirais, vous étiez peut-être à 180 000 habitants, maintenant vous êtes à 645 000. Nous, en 1860, on était peut-être à 2,5 millions d'habitants, on est à 3 600 000. Donc ça veut dire que dans le milieu rural, il n'y a pas... La population n'a pas fait x3 ou x5. Ce qui est super intéressant, et je fais des travaux vraiment historiques là-dessus, c'est que la concentration a vraiment commencé il y a très très longtemps finalement. C'est un produit du régime féodal. Et quand il y a eu les Français qui ont aboli les droits féodaux, les paysans qui avaient ces droits de cultiver la terre sont devenus plein propriétaires du jour au lendemain. Donc en 1795, on a la structure du foncier que je vous ai montré là. Et elle perdure depuis ce moment-là. Et en 1795 jusqu'à 1880, il n'y avait absolument rien à Luxembourg. C'était vraiment le pays rural pauvre finalement. Et donc je pense que la situation est exactement la même dans les zones frontalières françaises et peut-être même en Belgique, en Wallonie. Après, je pense que la différence à partir de ce moment-là, c'est l'impôt sur les successions et l'impôt foncier, qui a, à mon avis, créé des frictions à la transmission intergénérationnelle et qui a peut-être fragmenté plus la propriété en France et en Belgique que au Luxembourg, où, comme vous voyez, il n'y a eu plus de fragmentation finalement. Et ça, ce serait vraiment une étude comparative sur ces mécanismes-là, je pense que c'est très très important. Oui, n'oublions pas toutes les taxes sur les terrains non bâtis que nous avons dans beaucoup de communes. Oui, mais qui ne concernent pas tout le foncier, qui concerne le foncier qui a été déjà loti. Non, c'est aussi des parcelles non bâties indépendamment de lotissement. Oui, mais qui doivent être de toute façon à fondoirie équipée. Voilà. Donc ça ne concerne pas tout le foncier en zone d'habitat. Voilà. Mais il faut que ça soit le nom d'une voirie déjà équipée. Donc, voilà. C'est bien ça. Voilà. Mais c'est vrai que ça pousse à limiter la rétention foncière. C'est ça. Voilà. Et en plus, comme on a fait délimiter les zones d'habitat fort en ruban. Voilà, ça concerne quand même une partie non négligeable du foncier. C'est pour ça qu'on voit bien les rubans. Ceux qui ont regardé Liège-Bastogne-Liège ont pu voir comme ça, qu'à travers toute l'Ardenne, il y a plein de villages qui s'étendent en ruban. Ouais. Est-ce que la très haute concentration que vous avez, est-ce qu'elle n'est pas aussi liée à l'échelle d'analyse? Parce que c'est que à Dudelange, vous regardez la structure au sein de Dudelange, est-ce que c'est des familles qu'on va retrouver dans d'autres endroits? Et que si en fait on avait une échelle luxembourgeoise, est-ce qu'en fait il y aurait ces gens d'autres familles dans d'autres endroits? C'est un petit peu ça, c'est chaque famille a un petit peu son pied carré, mais c'est à un niveau général, ça fait quand même une concentration très élevée parce que vous avez donc 0,5% de la population qui tient. Ça, c'est pour l'ensemble du. Ça, c'est l'ensemble du Luxembourg.
Et oui, dans chaque commune, il y a quelques grandes familles qui historiquement étaient des grands fermiers du village. A priori, il y a sans doute certaines régions en Wallonie où on a peut-être plus cette structure-là. Mais c'est lié à la manière dont le territoire agricole était organisé au 19e. Donc au 19e, à la Révolution française, par exemple, on sait très bien qu'il y avait des grandes abbayes, par exemple dans le Brabant wallon, et des grosses cesses, des grosses fermes en carré qui détenaient beaucoup de foncier. Donc on peut se dire que dans le Brabant wallon, le foncier est généralement détenu par un petit nombre d'acteurs. Donc on se rapproche sans doute dans le Brabant wallon de la structure plus du Grand-Duché de Luxembourg que dans d'autres régions. En Ardennes, à mon avis, cette concentration, elle n'existe presque pas. Elle est beaucoup plus éclatée, même si il y a quand même aussi des familles aristocratiques qui aussi avaient notamment certaines fermes étaient en faire-valoir direct. Donc donc il faut voir notamment par sous-région, est-ce qu'on était plutôt en faire-valoir direct au niveau de l'agriculture ou en faire-valoir indirect pour voir quelle est la structure de la propriété. Puis après, c'est les jeux des acteurs dans les années 70, quand on a délimité les secteurs. Je pense que ce qui est important, c'est que le foncier, c'est une réserve qui finalement ne perd pas de valeur au cours du temps et qui a un potentiel énorme en termes de surface. Des fois, on a du mal à imaginer, mais 1 hectare, c'est un terrain de football et on peut faire dessus, dans une zone dense, 500 à 1000 appartements. Donc au Luxembourg, il y a une question sur les valeurs. On est à peu près à 10 millions l'hectare au Luxembourg en ce moment, de manière générale, mais dans la capitale, on peut monter à 30 millions d'hectares ou même plus. Donc c'est vraiment le prix du foncier est en rapport avec ce qu'on peut vendre comme produit de ce foncier. Donc si on peut faire, si on a une petite surface de terrain sur laquelle on peut construire un bâtiment à 15 appartements, Luxembourg, les appartements, ils vendent presque 1 million d'euros. Donc le prix du foncier est en conséquence par rapport à ce prix de vente des appartements. Donc c'est pour ça que le foncier est si difficile à acquérir, c'est parce que son potentiel de valeur augmente au cours du temps sans friction. Il n'y a pas de gestion du bâtiment à faire. C'est vraiment un potentiel, un réservoir qui est impressionnant. Il y a une question sur le inclusionary zoning. Donc ça, une des lois que j'ai mis sur le slide, le pacte logement 2, c'est peut-être la seule qui a été votée finalement dans tous ces projets de loi. Et là, il y a justement un mécanisme pour forcer les promoteurs à remettre une partie du foncier, donc pas des logements, mais du foncier, soit à la commune, soit à un promoteur public. Donc ça commence à être mis en œuvre. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de communes qui disent non, on ne veut pas le foncier, on ne sait pas comment on fait. Parce qu'il y a aussi une liste du genre de my backyard, certaines communes qui ne veulent pas pousser, qui veulent conserver leur population aisée. Donc il y a aussi toute la tension entre le niveau communal qui a toute l'autorité en matière d'exploitation urbaine et le niveau national où il y a plus un désir de créer du logement. Et ça, je pense que vous avez aussi. Ok. Il y a plus de questions. Merci à nos deux orateurs. Comme nous-mêmes, on travaille pour l'instant plutôt sur le foncier public. Voilà, pour l'instant, c'est plus ça qui nous interpelle, parce que je pense que on a de la chance, peut-être que davantage que vous, les pouvoirs publics ont quand même encore, même si ça concerne des milliers d'acteurs différents, ont quand même davantage une part du foncier significatif sur lequel il faut que les pouvoirs publics puissent montrer l'exemple. Voilà. C'est un truc sur lequel on travaille pour l'instant. Voilà, on vous remercie à tout le monde. On n'a pas encore la date pour le prochain Midi du Lépure, donc on vous tiendra au courant par mail. Voilà. Au revoir. Merci. Merci.